en 1952, c'est ma première année en droit, et j'entre immédiatement en politique pour le Parti libéral. Sachons bien qu'à cette époque-là, l'adhésion au Parti libéral, c'est le Parti libéral fédéral et qu'on appelait provincial. Il n'y avait qu'une carte de membre, s'il y avait des cartes d'ailleurs. Et pourquoi? C'est que tous les jeunes, je pense, à cette époque-là, en 1952, étaient assez opposés à l'Union nationale. Faut pas flétrir l'Union nationale autant qu'on le fait aujourd'hui. Elle n'était que la continuation des 39 ans d'occupation libérale depuis 1897. Le système électoral était corrompu, le régime était évidemment arbitraire, mais ce qu'il y avait de plus stressant pour les jeunes générations, c'était le pouvoir cléricalo-religieux, politique que nous avions. C'est évident que l'Église, à ce moment-là, contrôlait le système de santé, le système d'éducation, puisqu'il pouvait tenir lieu d'un système de culture. Et l'État, lui, faisait un peu de patronage. Ça avait été comme ça tout le temps, depuis au moins 1867. Donc, on pensait que c'était le temps que ça change, ce qui fut le slogan du Parti libéral en 1960. Et voilà pourquoi c'était plus naturel de se retrouver du côté des libéraux. Et aussi des libéraux fédéraux, parce qu'on admirait quand même de leur côté un ordonnancement de la chose publique qui était vraiment, qui faisait vraiment différent de ce qu'on voyait à Québec, où tout était arbitraire. On décidait des salaires des secrétaires une à une. Bon. Alors, au moins à Ottawa, il y avait une organisation qui était vraiment supérieure. Quand M. Lesage viendra au Québec, d'ailleurs, il apportera beaucoup des formules d'Ottawa, entre autres un conseil du Trésor. Ça n'existait pas, ça, du temps de ce qui est précédent. Il faut se souvenir que les libéraux, en 1948, avaient eu 8 sièges. Je n'étais pas là, mais en 1952, on avait eu 23 sièges, sauf erreur. Puis en 1956, on a 17 sièges. Et on avait fait tout le ralliement des forces d'opposition avec les créditistes supposés d'être la panacée. Là, tout le monde était très déçu. Et M. Lapalme avait pas de charisme, si pour employer un euphémisme, et il n'avait pas nécessairement la courtoisie élémentaire qu'il faut avoir en politique. Il fonctionnait assez mal avec les militants. Je me souviens à un bon moment que John Pepper, le président des Jeunes libéraux de Montréal, avait réussi à organiser une assemblée de jeunes libéraux au Club de réforme après la défaite de 56, où on avait eu quelque chose comme 12 à 13 personnes. Et M. Lapalme était arrivé pour lui demander si on fournissait un microscope pour les voir, tu sais. Ça, c'était le chef du parti. Bon. Alors, ensuite, il a passé pour un idéologue, mais tant qu'à moi, je pense qu'il avait hérité de toute la mouvance de l'Action libérale nationale, qui était déjà très progressiste dans les années 40. Alors, là, on était absolument convaincus, puis je le suis encore plus aujourd'hui, que si on était à rester avec lui, on s'en allait à une défaite. Alors, John Pepper, moi et d'autres libéraux de Montréal, parce qu'à Québec, on était plus respectueux des chefs, on s'est dit, il faut nettoyer le problème. Quand on parlait à nos aînés, ils étaient tous d'accord, mais ils disaient, allez-y, vous autres les jeunes. Bon, je comprends l'astuce. Alors, dans cette perspective-là, il y a une réunion à Sherbrooke des jeunes libéraux, puis on annonce dans les journaux qu'on va demander qu'un congrès pour choisir un nouveau chef. Ça ne sert à rien de s'empêtrer dans les fleurs du tapis. Et c'est Jacques Prémont de Québec qui doit présider. Mais quand il arrive là, puis qu'il entend dire que M. Lapalme va probablement venir, là, lui, il ne veut plus présider. Alors là, c'est les libéraux, les jeunes de Montréal, dit François, veux-tu présider? Je pense que j'étais vice-président des jeunes libéraux de Montréal. Alors, c'est moi qui préside. Et il y a à peu près 200 personnes, là. C'est un huis clos. Sauf que les journalistes sont dans une salle attenante avec une paroi mobile qui fait qu'ils vont tout entendre. Mais ça, c'était pas voulu, ça, mais ça a tourné comme ça. Alors, finalement, coup de théâtre, 15 minutes après le début, M. Lapalme entre. Et là, il s'assoit à côté de moi, il dit, bon, puis là, on arrive à l'item,
Alors, j'ai dit item suivant de leadership. Alors là, j'offre à M. Lapalme de s'exprimer. Là, il ne veut pas. Alors, ça commence. Je me souviendrai toujours de John Pepper, qui avait été le plus humoristique. Il dit, on vous admire, mais dites tout le monde. Il dit, mon barbier me dit que vous n'êtes pas l'homme pour diriger le parti. Vous voyez un peu le ton de l'affaire. T'es pas trop sérieux, des fois, ces choses-là. À la fin, là, M. Lapalme m'a demandé la parole, puis évidemment, il a parlé assez longtemps, mais ça n'a pas été un succès, là, parce qu'il était très émotionnel. Il y a eu un vote, à mon souvenir, vous trouverez ça dans les journaux, d'à peu près, ben, je pense pas qu'il y a eu plus que le quart des votes en faveur contre le Congrès. Alors, là, il était évidemment marqué, là. Il est resté encore 2 ans, mais c'était bien évident que c'est pas lui qui fera l'élection qu'on prévoyait tous pour 1960. En 59, j'avais été élu président des Jeunes libéraux du Québec. Alors, en 60, j'ai fait toute la campagne pratiquement avec M. Lesage. On a ouvert à Sept-Îles. Et puis, j'ai fait beaucoup de campagnes. J'étais le jeune libéral qui avait été pour lui, là, lors de la convention de 1958, où il y avait 3 candidats, là, Hamel, Gérald Lajoie, Lesage. Et là, en 1962, là, je m'orientais d'une façon sérieuse vers la présidence du parti, qui était à la Fédération libérale du Québec, dont le rôle était vraiment très différent des partis actuels, là. M. Lapalme m'avait toujours dit que c'était l'aile pensante qui devait faire l'opposition au parti quand on était au pouvoir. Moi, j'ai pris ça au pied de la lettre après. Ça m'a posé quelques problèmes. Et dans cette perspective-là, en 62, non, je n'ai pas voulu être candidat. Je n'ai pas demandé d'être candidat, mais j'ai fait une très grosse campagne avec tout le monde, là, mais c'était surtout M. Lévesque, lui, qui faisait le tour de la province. Mais j'étais un de ceux qui étaient les leaders, là, pour faire des discours. J'ai dû faire 50 discours à l'élection de 62, le maître chez nous. On a, d'ailleurs, j'en avais parlé avec M. Lévesque dans le temps, là, on a remanié le style, là, je veux dire, fini toutes les notabilités assis en arrière, là. Une scène en avant nue, là, comme on voyait André Malraux à Québec quand il avait à Paris, quand il avait annoncé la formation du Parti de Gaulle, la possibilité de descendre dans la salle avec le micro puis d'interroger le monde, là. Alors, j'avais été dans ceux qui avaient tout planifié ça avec certains artistes qui nous avaient aidés. En tout cas, c'est une campagne mémorable. Puis au Québec, bien évidemment, là, les répercussions de 1962 sont énormes. La commission politique du Parti libéral existait là, depuis toujours, là, mais elle ne jouait pas un rôle important. Alors, quand je me présente comme président de la Fédération libérale en 1963, tout le monde est pour moi, tout en étant tous contre moi, pour la raison suivante, c'est que c'est tous mes amis, je suis allé parler pour eux autres partout dans tous les comtés, mais ils me disent, François, c'est le tour d'Alphonse Barbeau, le vice-président. Puis ça ne peut pas être toi, on va t'appuyer la prochaine fois, mais tu sors de chez les jeunes libéraux, c'est impossible. Alors, j'ai dit, je me présente pareil. Alors, sur les 16 vice-présidents, il y en avait 15 pour Barbeau, puis un pour moi. Et là, on a commencé une campagne. Ma femme est allée chez ses parents. On a mis je ne sais pas combien de téléphones là. On s'est mis à téléphoner dans tous les comtés. Ça se faisait aux Reine Élisabeth. Barbeau, lui, faisait d'autres choses parce qu'il savait qu'il était élu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé au Congrès, j'ai eu quelque chose comme 1800 voix, puis lui, il en a eu 800. Alors là, j'ai été élu président de la Fédération libérale. Mais dans mon programme, poste numéro 1, c'était une commission politique renouvelée. Alors, on a donné la présidence de la commission politique à André Nadeau, qui plus tard sera juge de la Cour supérieure, puis qui était le frère de Jean-Marie Nadeau, qui avait failli jadis avant être chef du parti. Et là, la commission politique est devenue la cellule pensante du parti. Et je leur avais dit, vous cassez toutes les vitres que vous voulez. On a dit au monde que c'est là que ça se fera le futur programme du parti
allez-y. Et on a commencé à incorporer dans la commission politique des gens qui ne voulaient pas être dans le parti parce qu'ils ne voulaient pas faire d'allégeance au Parti libéral fédéral. Je pense entre autres à Jean-Louis Dufresne, Roger Nantel. Ces gens, ça scandalisait beaucoup les vieux partisans de savoir qu'on avait des ennemis idéologiques qui étaient au cœur de la pensée libérale. Mais c'est cette commission politique-là que tout le monde voulait toujours détruire tout le temps. Là. Mais moi, c'est parce que j'étais président qu'ils ont pu rester là. Entre autres, c'est cette commission politique qui fait qu'on a fait passer la syndicalisation dans la fonction publique. M. Lévesque en a parlé, mais moi, je pense que j'étais le premier à parler de la nécessité de pouvoir séparer le Parti libéral du Québec du Parti libéral fédéral. Et là, l'idée a fait son chemin. Ça, M. Lesage, qui quand même venait du fédéral, était très opposé. Ben moi, mon mandat dans la présidence de la Fédération, c'est 1963-1964. Je suis réélu en 1963, puis en 64, c'est la fin de mon mandat. Là, les liens sont devenus difficiles avec M. Lesage. À cause de ce que je vous ai dit, c'est surtout la séparation des partis. Aussi, il y a beaucoup de gens qui commencent à susurrer à l'oreille du chef que je vais finir à être la personne qui va lui faire ce que j'ai fait à la panne. Alors, puis il en envoya deux autres qui étaient Bourassa, mais qui étaient quand même beaucoup moins connus que moi chez des militants, parce qu'ils venaient d'arriver. Et aussi, moi, parce que j'étais vraiment très connu. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensaient, je pense bien que si on avait fait un sondage à l'époque, que je pouvais être un candidat éventuel à la succession de M. Lesage. Alors, ça, je pense que ça l'avait un peu glacé dans ses relations, qui fait qu'après mon mandat, en 1964, là, je suis retourné dans mes terres, là, puis j'ai fait du droit jusqu'en 1966. Et là, on voyait que la Révolution tranquille commençait à perdre le souffle. Et puis j'avais un groupe d'amis, là, entre autres, des gens comme Claude Desrosiers, puis Yvon Turcot, qui disaient, il y a des jeunes qui vont arriver. Bourassa se présentait, Lévesque se représentait aussi, Yves Michaud se présentait. Ils ont dit, c'est le temps d'y aller, là. Peut-être qu'on perdra le pouvoir un jour, mais il faut préparer l'après. Puis là, ça m'a intéressé de me présenter. Mais le temps passe, puis finalement, il reste deux comtés d'ouverts. Dorion, puis Dubuc, dans le lac Saint-Jean. Alors, Dorion, ben, je regarde ça à la télévision, ça ne m'intéresse pas tellement. Même pas, j'ai fait quelques discours, là, mais je commençais à être plus froid avec le parti. Alors, je regarde ça, puis c'est Rougeau qui est élu à la Convention. Je le connaissais comme lutteur, là, mais je l'avais jamais connu personnellement. Et le lendemain, j'ai un téléphone. C'est M. Lévesque. Ils sont au Conseil des ministres, je pense. Et il dit, François, il me disait toujours vous, on s'est toujours dit vous. Et il dit, M. Lesage n'accepte pas la candidature de Rougeau. Parce qu'on sait que même s'il y a des conventions, même aujourd'hui, c'est le chef qui donne son aval officiel. Alors, il dit, le poste est ouvert. Ben, dis-moi, j'ai tout de suite pensé à vous. Il dit, c'est le temps là, qu'on renouvelle les cadres. Alors, venez-vous-en, présentez-vous. C'est un contrat, là, tu sais, il reste à peu près 22 jours, là. Je n'ai pas d'organisation dans Dorion, moi, tellement vrai que mon organisateur était après louer à un bon moment. Mon comité en dehors du comté ne connaissait pas les limites, en tout cas. Alors, à un bon moment, je ne sais pas si c'est le même jour ou le lendemain, j'ai dit, d'accord, j'y vais. Ça fait que là, quand M. Lesage a vu que je me présentais, il a dit, quel excellent choix. C'était marqué perdu, ça. Alors, ça a dû être un choc. C'est un deuxième choc, le soir des élections. Alors, puis, là, on embarque. Et puis, il y a une organisation de comté, là.
dans Dorion, mais ils sont tous pour Rougeau, mon organisation. Ça fait que je rencontre tout le monde. Bien, ils ont dit on va distribuer les postes immédiatement. Il y en a un qui se nomme le directeur de la campagne, l'autre l'organisateur, l'autre. En tout cas, il y avait tous des postes. Moi, j'étais avec un jeune, avec moi, on sort de là. Mais c'est un désastre, monsieur Aquin. Je ne dis pas un désastre, on ne reverra jamais. Là, j'ai pris tout un groupe dans dehors du comté, puis on a organisé. Alors, je fais le pari suivant. Je me dis, j'ai un comté où j'ai 40 des électeurs qui sont de culture italienne. Alors, il y en a même certains dans ça qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Entre autres, les vieux parents qui viennent de Sicile puis qui ne parlent même pas l'italien, qui parlent le dialecte sicilien. Alors là, je me dis, ben, il va falloir choisir. On va travailler sur le bloc italien. Quant au bloc francophone, bien, ils écoutent la radio, ils voient la télévision, ils vont fonctionner normalement comme tout le monde dans l'île de Montréal. Ils vont voter majoritairement libéral. Et le bloc italien, qui avait toujours été plutôt Union nationale, bon, on l'a gagné. Mais j'ai fait des discours en italien, 40 minutes en italien, la télévision italienne, la radio italienne. Bien, dans le fond, on était content d'avoir gagné. Je veux dire, on est arrivé au club de réforme, je me souviens, M. Lévesque, Michaud, moi, on a tous coïncidé, puis on avait le sourire aux lèvres. À Québec, ça avait l'air d'un enterrement au club de réforme. Mais nous autres, on était contents d'avoir gagné, mais on n'avait pas encore commencé à penser à l'après. Mais on avait mis tellement d'énergie dans cette élection-là que même si le parti perdait, je veux dire, on était très satisfaits d'avoir gagné. Et puis, je me serais peut-être pas présenté si j'avais su que le parti perdait. Mais là, j'étais heureux d'être député puis d'avoir gagné. Oui, les post-mortem, si vous voulez résumer rapidement, c'est qu'en région, dans ce temps-là, les gens disaient en campagne, mais ça ne se dit plus. En région, les gens disaient c'est l'éducation qui nous a fait peur. Arthur Tremblay, le sous-ministre, avait été la tête de turc de M. Johnson pendant toute la campagne, puis il l'a gardé après quand même. Alors, les gens disaient c'est l'éducation qui nous a fait perdre. Ça, il y avait probablement un peu de vrai, parce qu'il y a eu un ajustement. Là, tu sais, le petit gars qui allait à l'école de l'autre bord de la rue, puis qui est obligé de faire 20 000 puis se rendre à sa polyvalente, là, quand on est en Gaspésie l'hiver à moins 50, c'est des choses importantes, ça, que tout le monde ne voit pas des fois ici. Là, Alors, il y a eu du vrai dans ça. Mais ça n'a pas été la seule cause. Aussi, ceux qui avaient fait toute la Révolution tranquille disaient on n'a pas assez expliqué notre œuvre. Ça aussi, il y avait du vrai dans ça, parce que vous comprendrez que la Caisse de dépôt, la Régie des rentes, j'en passe, c'est toutes des choses qui ne se sont pas vues là, pour le public du soir au matin. Puis l'électricité, il était encore trop tôt pour voir qu'on pourrait à un bon moment exporter notre technologie dans le monde. Quand on a étatisé l'électricité, il y avait probablement 90 de tous les conseils d'administration qui étaient anglophones, puis 90 de tous les ingénieurs qui étaient anglophones. Par contre, moi, j'étais du groupe qui disait, bien, quand vous avez commencé à parler de être chez nous, c'est le temps que ça change. M. Lesage parlait de l'État du Québec. À peu près plus personne qui ose dire ça aujourd'hui. Alors, puis, Johnson, égalité ou indépendance, bien, on avait commencé à fouetter les générations, là. Et puis, mettre chez nous, ça avait été un punch. Je vous ai dit l'autre jour que mes collègues, mon avocat de compagnie d'assurance, vont vous dire que les sièges sociaux des compagnies d'assurance ont quitté le Québec en 62, 63, pas en 76. Ils avaient vu le message, là, ça leur avait fait peur. Donc, moi, je disais, bien, c'est un mouvement irréversible. Des gens disaient, c'est un rêve, l'indépendance. Mais je disais, il y a des rêves qui sont réalisables. Puis il faut le réaliser. Puis on était aussi frappé de toute la décolonisation qui se faisait dans le monde. Il ne se passait pas 6 mois qu'on entendait qu'un nouveau pays était devenu indépendant puis qui était entré à l'ONU. Moi, je voulais qu'on ait une politique étrangère qui nous était spécifique, qui nous était personnelle. Je disais que c'est le temps qu'il faut devenir indépendant. Bien, on n'était plus tellement à l'heure des réformes parce qu'on était rendu dans l'opposition.
Mais ça nous libérait dans une très grande mesure, parce que vous comprenez que si j'avais été élu dans un parti qui venait de faire la Révolution tranquille, j'aurais peut-être pas eu l'importance que j'ai eue dans le parti après 1966. Alors là, on était beaucoup plus libre, là. Le rôle du député dans un parti au pouvoir est moindre, si on peut dire. Dans un parti d'opposition, ça dépend de lui de prendre sa position puis de créer son espace. Parce que je veux dire, la montée indépendantiste au Québec devenait de plus en plus forte d'année en année. Il faudra revoir les journaux. Hein. Et parallèlement à ça, il faut se rappeler que dans le Parti libéral du Québec, il n'y a plus personne qui est fédéraliste au sens strict du terme. Ce Lesage est pour la récupération des points d'impôt. Il est pour un statut particulier. Paul Gélin-Lajoie est pour les États associés. L'évêque, lui, parle moins d'avenir constitutionnel, mais on connaît son nationalisme de base. Pierre Laporte est pour 4 grands blocs au Canada. Alors, tout le monde dit que c'est le temps de revoir la Constitution. Il y a eu Fulton-Favreau en 65, là, il faut faire quelque chose. C'était d'ailleurs une période où on pouvait changer la Constitution pour la bonne raison, qu'on négociait avec Ottawa, tandis qu'aujourd'hui, il faut négocier avec, je ne sais plus à combien d'entités qu'on est rendu, là, à 14 ou 15. Là. Alors, il n'y a aucun doute que le Parti libéral du Québec devenait très ouvert sur cette question-là, puis c'est là qu'on voit apparaître, comme dirait Hegel, l'antithèse. Trudeau rentre en politique en 65. Puis lui, je le rencontre, puis je rencontre Marc Lalonde qui travaille avec lui. Puis on se retrouve sur des panels à l'université, puis ailleurs. Puis je vois très bien sa position. Lui, il prend la position claire, la position simple. Le fédéralisme, il va rester comme il est. De l'autre côté, État associé, tchouk. Alors, il est en train d'organiser sa venue, de telle manière qu'en 67, quand il devient premier ministre, je suis sûr qu'il se met à l'œuvre. C'est un intellectuel, c'est un juriste hors pair. Il se met à l'œuvre pour faire ce qu'il fera en 80, le rapatriement de la Constitution, la création d'une montagne devant le Québec pour avoir l'unanimité de tout ce monde-là si demain matin on décidait de quitter. Donc, d'un côté, les indépendantistes, ça ne s'appelait pas encore des souverainistes, là. Ça, je ne savais jamais ce que ça veut dire. Mais d'un côté, les indépendantistes, puis de l'autre côté, les fédéralistes de Trudeau, avec un chef, un cerveau organisé. Il avait toute son équipe, des gens comme Jean Betts, qui était doyen de la faculté, qui ont commencé à se préparer. Eux autres, ils savaient où ils s'en allaient, puis prenaient les choses juridiques au sérieux. J'étais très déçu de la vie parlementaire. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis plutôt un tenant du système présidentiel où on peut s'exprimer plus librement normalement. Et je trouvais que la technique selon laquelle il faut décrier tout ce que l'autre parti fait et pas une technique qui fait avancer un peuple nécessairement. Alors, dans cette perspective-là, M. Johnson avait récupéré la sécurité de la vieillesse d'Ottawa. Tous les vieux libéraux disaient que c'était une bonne chose, mais ils critiquaient publiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça avait été dans notre programme avant. Bon. Alors, ben là, je l'ai félicité dans mon discours. Voilà. Ensuite, j'avais vu que le programme de l'Union nationale comportait un ministère de l'Immigration. Ça m'intéressait. J'avais un comté avec 40 de gens d'origine italienne. Puis ma femme et moi, on voyageait beaucoup. On arrivait du Liban. On avait vu que là-bas, il y avait des francophones qui étaient prêts à venir ici, mais ils étaient pris dans tous les méandres de notre immigration. Alors, la première partie de mon discours, je pense le 13 décembre, parce que j'ai parlé dès le début, moi, là, chez les libéraux, sur le discours inaugural qu'on appelait le discours du trône. Alors là, j'ai prôné un ministère de l'Immigration. J'ai blâmé l'Union nationale de ne pas l'avoir mis au programme à l'heure du jour dans le discours inaugural, alors qu'ils l'avaient dans leur programme, mais j'étais d'accord sur le ministère de l'Immigration. Alors, mon discours a été interrompu, mais ça, on le savait, je n'avais pas le temps normal, c'était 1 heure dans ce temps-là. L'autre partie du discours est venue vers le 20 décembre. Et là, le 20 décembre, ben, j'ai tiré des conclusions.
Là, j'ai dit, on a vu en étudiant un champ de compétences qu'on ne peut pas agir ici au Québec comme on voudrait agir tant qu'on sera dans le carcan fédéral. Puis je vais vous montrer que dans tous les autres champs de compétences, c'est le même problème. C'est le temps qu'on recouvre toutes nos structures étatiques. Puis là, j'ai fait d'autres conférences à l'époque où je disais qu'il fallait se débarrasser des structures étatiques fédérales. Ma position devenait de plus en plus claire. Je savais que là, j'étais sur la corde raide parce que je connaissais très bien le Parti libéral du Québec, puis mieux que l'évêque. Lui, il est arrivé ministre. Mais moi, je suis parti du sol. Alors, je les connaissais, puis le Parti libéral du Québec, je veux dire, c'est un parti fédéraliste dans sa base. Là. Il ne changerait pas tellement. Donc, je savais que j'étais sur une corde raide, mais on ne connaît pas l'avenir. Puis je pensais que, voyant la montée des indépendantistes d'un côté, je rencontrais souvent, moi, d'Allemagne, on n'avait pas de lien politique, mais amicalement. Puis, je croisais Bourgault. Je voyais qu'eux autres montaient. Je voyais que Trudeau, de son côté, était en train de s'organiser pour faire une contre-offensive de taille. Je me disais que là, les dés pourraient se jouer d'un moment à l'autre. C'était pas le temps de s'en aller.